Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. L'orthophonie est une profession de santé qui relève de la famille des métiers du soin. L'objectif de l'orthophonie est de prévenir, évaluer et traiter les troubles du langage et de la communication. Contrairement aux idées reçues, ça n'est pas destiné uniquement aux enfants. Les adultes aussi peuvent être concernés. 1, 2, 3 Santé vous éclaire et on démarre avec la question du jour. Quand faut-il consulter un orthophoniste ? Et pour traiter ce sujet, toujours à mes côtés, le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de madame Élodie Frédé-Baucher et madame Graziella Napri-Bordé. Vous êtes toutes deux orthophonistes. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, première question, un peu vague, mais pour bien rentrer dans le vif du sujet, qu'apporte concrètement l'orthophonie ? Alors, en tant qu'orthophoniste, nous sommes des professionnels de la santé qui prenons en charge des patients en assurant du dépistage, de la prévention, du soin, du traitement et une évaluation des troubles de la communication. Donc, nous tenons compte de la dimension linguistique du langage, c'est-à-dire les sons, le vocabulaire utilisé, l'ordre des mots dans les phrases pour être compris de son interlocuteur. Et nous avons également la part cognitive, puisque pour parler, la parole permet de structurer sa pensée et d'apprendre des choses, en fait. Et nous avons également la part psycho-affective et sociale, puisque nous sommes des êtres de communication. Voilà. Donc, votre domaine de compétence est donc très large. Vous venez de le dire, le champ du langage, mais le champ CHNT aussi, mais aussi bien plus. En effet, nous prenons des pathologies totalement diverses et variées qui peuvent aller du trouble d'articulation au retard de parole et langage, aux maladies neurodégénératives, aux pathologies vocales, aux surdités. Enfin, c'est vraiment un domaine extrêmement large. Vous intervenez aussi bien chez l'enfant que chez les personnes âgées. Tout à fait. Nous prenons en charge tous les patients sans distinction d'âge, de sexe ou de niveau socio-culturel. Alors, classiquement, chez les enfants, vous intervenez pour les retards de parole, elle le disait à l'instant, et les défauts d'élocution. Mais vos actions sont parfois bien plus larges et très très précoces. Alors en effet, nous pouvons intervenir chez les enfants dès leur naissance, notamment les enfants qui ont des troubles de l'oralité, qui ont du mal notamment à sucer le sein, qui ont du mal à s'alimenter, donc vraiment dans les premiers jours. On intervient donc dès la naissance et on suit ces enfants pendant les premiers mois de vie au passage au morceau et puis l'utilisation de la cuillère et puis ça peut s'arrêter vers 18 mois, mais ça peut se poursuivre après pendant de nombreuses années pour ces enfants si la pathologie est lourde. Vous prenez en charge le langage, mais vous prenez aussi les troubles du langage écrit, la dyslexie par exemple. Voilà, alors en effet, la dyslexie, c'est le trouble le plus connu, mais nous intervenons aussi bien dans le champ de la lecture que celui de l'orthographe, que de la compréhension écrite, et puis parfois, alors c'est un champ de compétences qui est partagé, mais aussi au niveau du graphisme, de la graphomotricité. Nous intervenons donc sur le langage oral, sur le langage écrit, dans ses versions expressifs et réceptifs. Alors vous, docteur, en tant que pédiatre, êtes-vous souvent amené à envoyer certains patients chez des orthophonistes et quand vous repérez quel type de symptômes ? Alors, bien entendu, elles viennent de décrire déjà tout leur champ de compétences et donc on a affaire à elles très souvent, depuis le plus jeune âge, les problèmes de déglutition. Chez certains enfants qui présentent des pathologies génétiques, par exemple, les trisomiques 21 par exemple, qui naissent, on sait qu'ils vont avoir des handicaps de langage à cause des mauvaises positions de la bouche, de la langue. Donc très tôt, et plus tôt ces enfants sont pris en charge, plus vite ils vont pouvoir accéder pour ne pas rajouter du retard à un handicap. Chez d'autres enfants, c'est à l'entrée à l'école ou à l'âge d'acquisition du langage, dès qu'on constate un retard de langage ou un défaut d'élocution, une mauvaise position
un bégaiement par exemple, qu'on va intervenir. Mais aussi, un peu plus tard, à l'école, quand les résultats scolaires ne sont pas ceux attendus, à cause des échanges, à cause du langage, à cause de l'écriture, mais plus tard aussi, elles ne l'ont pas dit, mais à cause des mathématiques, parce que tout ça rentre aussi dans leur domaine de compétences. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, lors de la prise en charge avec un enfant, on imagine que c'est pas forcément évident. Quelle approche vous avez et comment se déroule une séance quand on emmène un enfant pour la première fois chez l'orthophoniste? D'accord. Alors déjà, pour démarrer une prise en charge, nous sommes soumises à la prescription médicale. Donc, le médecin prescrit un bilan avec une rééducation si nécessaire. Et à l'issue du bilan, c'est l'orthophoniste qui détermine la nécessité ou pas d'une prise en charge. Ensuite, nous proposons donc des rééducations sur 1, 2, 3 séances par semaine. Ça dépend de la pathologie concernée. Et l'approche est essentiellement ludique, de toute façon, puisqu'on doit amener l'enfant à prendre du plaisir, d'abord à découvrir son monde et à échanger, mais toujours dans le plaisir. Alors, ce sont quoi, des petits jeux Alors, oui. Alors, on peut se retrouver au sol à jouer dans un échange de ballons, par exemple, pour travailler les sons. On peut mimer pour travailler la compréhension. Tirer la langue. On peut faire des grimaces, tout à fait, pour travailler les praxies et la motricité orobuccale. Donc, oui, les possibilités sont variées. Oui. La participation de l'enfant est importante au quotidien. Ça doit être renouvelé, mais la participation aussi des parents, parce qu'ils doivent renouveler cette éducation que vous faites là à la maison. En effet, une bonne part de notre intervention vise l'implication des parents qui sont au cœur du trouble et qui ont l'enfant en permanence à la journée. Donc, on a aussi des petites prescriptions avec des choses à reprendre au quotidien, notamment dans les troubles de la déglutition dont vous parliez tout à l'heure, avec un entraînement en fait à reprendre au domicile. Alors, vous parliez également des troubles de 10, tout ce qui est dyslexie, etc. Est-ce que parfois on peut observer que ces troubles faisaient déjà partie de la famille, chez les parents, etc. Alors, on observe en effet que ces troubles qui sont maintenant plutôt appelés troubles spécifiques du langage écrit se retrouvent dans les fratries ou encore la génération au-dessus. Donc, pas nécessairement les parents, mais un oncle maternel, par exemple, ou les grands-parents. Voilà, on peut retrouver les troubles spécifiques de l'acquisition du langage écrit dans la famille. Alors, pour illustrer vos propos, on a assisté à une séance chez une de vos consoeurs. On va regarder ce reportage et on continuera d'échanger juste après. Le poisson. Ouais, et comment il fait le poisson? Regarde. Il aspire les joues. Ouais, super. Dans le cadre de la séance qu'on a vue tout à l'heure avec le petit garçon, il s'agissait d'un retard de parole. Et alors un retard de parole, c'est une altération de la parole dans la chaîne parlée. C'est-à-dire que même si l'enfant peut dire certains sons de façon isolée, quand il parle, les sons sont substitués par d'autres. Et on peut parler de retard de parole à partir de 4 ans parce qu'on estime qu'à cet âge-là, l'enfant est capable de prononcer en fait correctement. Alors dans cette séance, au départ, l'enfant, je le laisse vraiment faire un petit peu des activités qu'il aime bien. Donc il fait des activités qu'il aime bien pendant quelques minutes pour qu'il se mette à l'aise, qu'il s'imprègne de l'espace. Et ensuite, je lui dis bien, donc tu fais une activité que tu aimes bien et ensuite on va passer la séance tous les deux. Donc pour que ça passe bien, parce que quand même à 4 ans, un enfant n'a pas toujours de facilité à rester bien concentré, il a envie de bouger, c'est normal. Donc je fais en sorte que ce soit toujours un jeu. On fait toujours en sorte que ce soit sous forme de jeu pour qu'il adhère à la séance. Maintenant on va faire un concours de grimaces. Est-ce que tu peux gonfler les joues comme moi? Les 2 joues. Super. Est-ce que tu peux gonfler une joue après l'autre? Comme ça. Tu fais monter la pointe de la langue comme si tu voulais toucher le nez. Regarde, comme ça. Alors, on a fait d'abord un concours de grimaces.
Donc le concours de grimaces, c'est toujours bien, donc l'enfant veut faire mieux, donc je lui ai montré un peu, donc je lui demandais est-ce qu'il savait faire pareil, donc je lui montrais, il faisait aussi à son tour, et c'est quelque chose qu'on pratique souvent pour entraîner les organes bucco-lingofaciaux, en fait, donc c'est tout ce qui est joues, lèvres, langue, voilà, ce sont les organes qui permettent de bien articuler en fait. Donc on les muscle un petit peu pour que la prononciation soit de mieux en mieux. Alors, c'est un jeu de plateau. Oui, un jeu de plateau, mais c'est un gagnon. J'ai fait 2. Tu as gagné. 1, 2. Ah, Jaune, non. Je prends d'abord le jaune et il faut que je réussisse. les tortues. Je dois claquer la langue comme ça. C'est presque ça. Tiens, à ton tour. Et ensuite, toujours dans le même principe, on a un jeu, donc c'est un jeu de plateau où l'enfant lance le dé, donc on a aussi, on travaille un petit peu la motricité où il lance le dé, il ne faut pas qu'il le lance trop fort, et donc il peut regarder les chiffres aussi, donc il reconnaissait le 2, le 3, et on apprend à un peu donc, dénombrer en fait en faisant avancer le pion, donc 2, il faut qu'il fasse attention à faire 1 et 2, donc avancer sur le plateau. Et les couleurs, donc il y a plusieurs couleurs, il doit choisir la couleur en fonction de celle sur laquelle il était tombé et faire des grimaces. Donc ça s'appelle Monstre Moi, donc à chaque fois il pioche une carte, il y a un monstre sur l'image et il doit réaliser la même grimace. Donc toujours dans ce principe d'entraîner les organes bucco-lingofaciaux. On peut faire d'autres types d'activités, mais c'est vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire que la séance que j'ai faite avec ce petit garçon ne sera pas du tout la même avec un autre petit garçon qui pourtant aura un retard de parole parce que c'est un petit garçon qui sera peut-être différent en termes de personnalité, qui aimera d'autres choses. Peut-être que les grimaces ne lui parleront pas, donc je ne ferai pas le jeu de plateau, je ferai différemment. Donc voilà, et à la fin, donc je peux lui faire répéter des mots en fonction de ce que je veux faire travailler. Donc on répète, ou alors il me dit, par exemple, pour que ce soit sous forme de mots et pas juste de la répétition, je lui demande quel est son animal préféré, il va me dire son animal préféré, puis il va me demander pour le mien, donc moi je vais essayer d'aller vers quelque chose que j'ai envie de lui faire répéter. D'abord, on va jouer à cache-cache. On va jouer à cache-cache après. D'accord. D'abord, on fait chat. Chat. Ouais. Chaud. Chaud. Oui. Chi. Chi. D'une séance à l'autre aussi, ça peut être très différent en fonction de comment est l'enfant à ce moment-là. Si c'est déjà arrivé que ce petit garçon-là arrive, il n'est pas très motivé ou il est triste parce qu'il a quitté sa maman. Donc ça aussi, je prends le temps, enfin il faut pouvoir prendre le temps de le remettre, de le rassurer, de lui parler, de comprendre ce qu'il y a pour ensuite mettre en place la séance. Mon animal préféré, c'est le cheval. À mon tour. Ah ben non, mais tu dois répéter. Alors l'autre question qu'on se pose, c'est de savoir à partir de quand on va pouvoir évaluer l'évolution de ces enfants que vous prenez en charge et de quelle façon? Nous utilisons des bilans standardisés qui nous permettent de faire le bilan initial et de comparer les scores que les enfants obtiendront quand on le refera 6, 9 mois ou 1 an après. La comparaison des scores nous permettra d'avoir une analyse quantitative de leur évolution. Notre capacité d'observation des capacités du patient pendant les séances au fil du temps nous permettent aussi d'avoir une analyse qualitative de ses progrès. Nous sommes formés pour, normalement, juger de la pertinence de nos stratégies rééducatives sur le long terme. Cette rééducation s'inscrit sur une durée souvent assez longue, vous venez de le dire. L'observance est toujours là? Alors, tout dépend du patient, tout dépend de la motivation de la famille, mais c'est vrai qu'il y a souvent la nécessité de rappeler à l'ordre les parents, malheureusement, qui, au bout d'un moment, s'essoufflent et viennent de moins en moins souvent, nous posent des lapins. Ça, c'est vraiment
une difficulté qu'on rencontre régulièrement. Et puis, en effet, pendant les séances, les enfants ont du mal à se motiver quand ils sentent que ça patine un peu. Ce sont des rééducations longues parce que notre profession consiste à rompre des mécanismes déjà en place, des mécanismes cognitifs déjà en place, pour en installer de nouveaux. La participation du patient est nécessaire, mais c'est extrêmement coûteux souvent pour les enfants, pour les adolescents et même pour les adultes, de faire ce processus de mise à jour de ses capacités. Donc oui, ils s'essoufflent, ils sont fatigués, nous aussi parfois, mais nous avons la possibilité de relancer de différentes façons. Alors on disait en introduction, les idées reçues nous mènent à penser qu'on est essentiellement dans une profession destinée aux enfants, mais vous prenez aussi en charge des adultes, et dans quel cas? Alors tout à fait, nous prenons des adultes en rééducation. Les causes les plus connues sont les accidents vasculaires cérébraux, par exemple, donc les aphasies à rééduquer par la suite. Mais nous avons également des enseignants qui viennent pour des troubles vocaux, des adultes aussi qui peuvent avoir une surdité acquise, plusieurs pathologies en fait neurodégénératives graves comme la maladie d'Alzheimer également. Vous parlez de troubles vocaux, de quoi s'agit-il? Alors, nous pouvons recevoir un enseignant qui, à force de mal utiliser sa voix, peut présenter des troubles vocaux. D'accord. Voilà, tout à fait. Les présentatrices d'émissions, par exemple. Tout à fait, en fait, toute personne qui utilise D'ailleurs, j'ai ma voix sa qui voix. parle. C'est ça, C'est exactement ça. C'est ça, ça peut être ça. On reçoit aussi des chanteurs dans ce cadre-là. Voilà. Alors pour illustrer la prise en charge d'un adulte, je vous propose de regarder ces quelques images, on échange après. Donc oui, comment ça va ce matin? Bon, mais ça va, ça va. Ça va, tu es en forme? Pas la grande forme, mais ça va. Ok. Le patient qu'on a vu tout à l'heure, c'est un patient qui présente des troubles de la mémoire et c'est son épouse qui est à l'origine de la demande de prise en charge parce qu'elle a remarqué des troubles de mémoire de plus en plus fréquents. Et donc c'est un patient, oui, qui présente également des troubles cognitifs, donc qui ont des troubles du langage, des troubles de l'attention, de la flexibilité, donc il a du mal à passer d'un comportement à un autre et il a du mal parfois à inhiber certains comportements. On retrouve aussi un appauvrissement du discours, donc c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Si je ne lui pose pas de questions pendant la séance, il ne parlera pas. Et si je lui pose des questions, il répondra simplement à la question sans développer. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui ne va pas parler spontanément. Il présente aussi un manque du mot. C'est un trouble qu'on retrouve dans l'aphasie, donc quand les personnes ont fait un AVC. Ça se manifeste par le fait de vouloir dire quelque chose, de vouloir dire un mot, peut-être avoir l'image mentale dans la tête, donc avoir l'image de ce qu'on veut dire, mais le mot ne sort pas. Donc on travaille aussi là-dessus. Avec lui, je commence toujours par la date du jour, donc pour qu'il puisse se situer. Et donc il sait qu'on se voit le mardi et le vendredi, donc il arrive à se repérer par rapport à ça. Donc il savait qu'aujourd'hui, nous étions vendredi. Et j'essaie vraiment de faire en sorte qu'il puisse prendre des repères par rapport à un événement qu'il y a eu. Voilà, donc je lui donne des petits indices pour qu'il puisse au moins se repérer, savoir quelle date on est aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux me dire quelle date on est aujourd'hui ? Essaye de prendre des repères. Quel jour on se voit d'habitude ? Vendredi. On est vendredi. Oui. Mais quel jour on se voit sinon ? Mardi et vendredi. Ok. Aujourd'hui on est vendredi. On est vendredi. Est-ce que tu te souviens de la date exacte ? Ensuite, on a travaillé sur la fluence. La fluence, c'est dire un maximum de mots en un temps donné. Donc je lui ai demandé des noms d'outils parce que c'est quelqu'un qui est bricoleur. Et effectivement, en 30 secondes, alors il a donné pas mal de noms d'outils, mais c'est quand même peu par rapport à ce qu'il aurait pu dire en 30 secondes, par rapport au fait que ce soit quelqu'un de bricoleur. La pelle, fourchette, baramine, pioche. On a réalisé un exercice dans lequel on a simulé un appel téléphonique, donc c'est Sakiné qui l'appelait pour lui donner un certain nombre d'informations pour le prochain rendez-vous. Allô, bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous? Bien, ça va. C'est Madame Dupont, la kiné. Alors, je vous appelle pour notre rendez-vous. Donc, notre rendez-vous, c'est mercredi prochain, le mercredi 4 août, Oui. à 9 h. L'idée, c'est de le mettre dans une situation qu'il pourrait rencontrer au quotidien. Donc, il prenait des notes et cette fois-ci, il l'a très bien fait. On a déjà fait un exercice similaire sur un autre thème et la prise de notes était plus compliquée. Cette fois-ci, il a pu prendre les informations importantes, donc le jour du rendez-vous, la date, l'heure. Le rendez-vous au téléphone, c'était avec qui? Est-ce que tu te souviens? Voilà. Avec l'orthophoniste. Oui, c'est vrai que... Oui, en fait, je me suis mise dans la peau d'un autre professionnel. Donc, c'était un rendez-vous avec la kiné. Un rendez-vous avec la kiné. Alors, tu as pris des notes. Est-ce que tu te souviens de la date du rendez-vous? L'idée dans ce type de prise en charge, c'est de travailler sur l'autonomie du patient. Donc, lui proposer des situations qu'il pourrait rencontrer dans la vie quotidienne et dans lesquelles il pourrait se débrouiller. Par exemple, si son épouse, qui est son aidante, n'est pas là, qu'il puisse au moins prendre des notes, avoir des informations importantes et qu'il puisse vraiment les utiliser des outils, donc vraiment lui apporter des outils et qu'il puisse les utiliser seul et qu'il puisse se débrouiller dans la vie quotidienne. C'est en fait un accompagnement global qui va également s'accompagner de d'autres professionnels de santé? Tout à fait. Nous sommes en fait un maillon de la chaîne, mais autour du patient et de l'orthophoniste gravite le médecin prescripteur. Nous pouvons avoir des psychologues, des ergothérapeutes, des aidants familiaux. Des médecins ORL pour les médecins spécialistes, tout à fait. Des cancérologues, neurologues, tout à fait. Mais vous devez intervenir aussi avec l'aidant familial ou la famille. Oui, parce que souvent, c'est des personnalités qui ont plein de comorbidités. Tout à fait. Nous pouvons également intervenir, alors pas en tant que psychologue, bien sûr, mais juste pour cette part psychologique d'acceptation du handicap, par exemple, et de deuil, en fait, des capacités perdues et surtout des habiletés à préserver et à conserver le plus longtemps possible. En fait, on constate que vous, de petit enfant à l'âge adulte, est-ce qu'au fur et à mesure, vous faites une espèce de spécialisation ou est-ce que vous avez des domaines de prédilection? Alors, nous avons tous nos domaines de prédilection, évidemment. Notre champ de compétences est bien trop large pour qu'on touche à tout. Ce ne serait pas honnête de toucher à tout parce qu'il nous faut nous former régulièrement. C'est rester performant. Voilà, pour rester performante, il faut absolument qu'on se forme régulièrement et on ne peut pas se former dans tout, sinon ce serait chronophage. Donc, en effet, chacune a ses affinités et puis se forme dans des domaines et prend plutôt les patients qui viennent pour ces demandes-là, même si officiellement nous n'avons pas la capacité de dire que nous sommes spécialisés ou de l'affirmer avec un diplôme, par exemple. Alors, vous parlez au féminin depuis le début de l'émission, à croire que c'est une profession destinée uniquement aux femmes? Alors non, elle est ouverte à tous, mais nous sommes à 98% ou 99%. C'est une profession féminine. Fameuse pipelette, hein. C'est ça, docteur. Ah, mais on est ravis d'aller la voir, en tout cas. Est-ce que l'offre de soins est bien répartie sur l'ensemble du territoire? Parce que quand on essaie d'avoir des rendez-vous, les parents nous demandent même d'intervenir parfois pour obtenir un rendez-vous. Alors non, l'offre de soins est très inégale, en fait, mais même dans les territoires où nous sommes nombreuses, la demande reste forte, de toute façon. Ouais. Que vous soyez dans le Nord Grande-Terre, dans le Sud Basse-Terre, ou même à Pointe-à-Pitre, où il y en a un peu, ou aux Abîmes, l'offre de soins n'est pas suffisante pour répondre à la demande de prise en charge. Alors, un petit appel à nos jeunes qui nous regardent aussi, oui. Nombreux sur 1, 2, 3 Santé, qui veulent se former. C'est une formation qui est longue? Alors, c'est une formation sur 5 ans. D'accord. Bon. Mais mon petit doigt me dit qu'il va y avoir bientôt une école interrégionale qui va s'ouvrir bientôt. Nous sommes dans l'attente et espérons aussi ceci a priori prévu pour septembre 2022, mais nous attendons l'agrément en fait, du ministère de l'Enseignement.
Et c'est sous l'égide de vos collègues, oui. Madame Katia Bergen et Madame Geneviève Pommier. Tout à fait, ce sont les deux porteuses principales du projet. Et ça va pouvoir prendre les élèves de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane également, puisque c'est bien une école interrégionale. L'objectif, justement, est de former des orthophonistes issus de la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Tout à fait. Très belle initiative. Merci beaucoup, mesdames, pour vos interventions. Merci à vous. Un petit message peut-être à passer pour nos téléspectateurs. Soyez patients quand vous faites une demande de prise en charge. Voilà. Et quand vous êtes déjà pris en charge, chérissez votre place. Elle est précieuse. Voilà. Donc ne posez pas de lapin. Ça, c'était pour les lapins. Voilà, c'est pour les lapins. Respectez vos rendez-vous. C'est ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte, comme d'habitude, avec la synthèse en créole. Bel bonjour. Là, on va parler de orthophonie. À part qui bitin pour Timoun, mon frère Neboché et puis mon Aprix apprend nous que c'est aussi les où ni du mal à prononcer un mot, et où ni difficulté pour valer. Orthophonie a occupé aussi des Timoun qui ont un handicap génétique pour aider pour ne pas faire trop pétard. Nous voyons un petit reportage qui montre nous Jean-Man Erika Henry qui travaille avec grand monde qui est malade de cancer, Alzheimer ou bien qui remettent un AVC. Nous apprenons que la famille là qui a joué un rôle très important dans réussir ce programme là. Oui, vous, maman, papa, petit sœur, petit frère, eh bien, l'évolution là est lente, est longue. Et ça arrive que là, mais il faut essayer de ne pas sauter ces rendez-vous là. Ça. Et, au dernier petit mot, vous apprenez nous que nous avons l'école Tidifé qui est ouverte pour apprendre si nous dans nos Guadeloupe, ici même, bien orthophoniste. Bon, allez.